Architecture du trouble. Une émission qui explore la santé comme fait social et politique. Si le trouble, le soin et le monde se construisent, comment les penser pour qu'ils soient plus justes et solidaires? Paroles croisées de personnes concernées, soignantes, chercheuses et praticiennes. Aujourd'hui, nous explorons la pérédance, un rôle récent et encore méconnu en santé mentale. Des personnes ayant vécu la psychiatrie en tant que patients mettent leur expérience au service d'autres patients. Étienne raconte son parcours, ses pratiques et ce que ce rôle change en lui et autour de lui. Qu'est-ce que c'est qu'un père aidant? C'est une personne ayant vécu un trouble psychique formé à l'accompagnement, qui mobilise son expérience pour aider les autres personnes. Il apporte une écoute différente, un témoignage vivant du rétablissement, un lien de confiance plus naturel. Ce qu'il n'est pas. Un thérapeute, un remplaçant des professionnels médicaux. C'est précieux parce que ça inspire, ça rassure, ça redonne espoir, ça renforce les équipes pluridisciplinaires, ça humanise l'accompagnement. Oui. Enfin, si on synthétisait vraiment ce que c'était, ça serait peut-être un peu ce que j'ai lu là. Et discuter plus largement de comment on se positionne au niveau de chacun de nos personnalités, sachant que c'est par rapport à notre expérientiel qu'on vit la pérédance. C'est notre matériau en fait, notre expérience. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à devenir... Ouais. Ok. Alors, en fait, je vais être obligé de parler un peu de ma vie personnelle en fait, parce que c'est en lien avec le fait que j'ai croisé la maladie mentale et je suis devenu médiateur de santé. Si j'avais pas croisé cette maladie mentale, alors je sais pas exactement ce que je serais. Peut-être une autre version de moi-même certainement, moins sympa sûrement, je pense. Enfin en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, enfin parce que ma première bouffée délirante, j'avais 33 ans. Et avant j'étais dans le BTP et après j'ai commencé à travailler pour des maisons individuelles dans un premier temps, puis après à Cadarache quelques mois. Enfin je me voyais un peu monter les échelons dans ce milieu-là. J'avais une grande envie de reconnaissance déjà. Et peut-être que j'aurais voulu absolument réussir professionnellement et gagner beaucoup d'argent, enfin gagner de l'argent en tout cas. Ça aurait été peut-être une des choses qui aurait motivé mon énergie quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai commencé depuis l'enfance, j'ai eu une enfance très compliquée et qui a fait que j'étais assez fragile en fait intérieurement. Et que dans un milieu comme ça, j'étais un peu malmené. Enfin, en tout cas, ça me demandait beaucoup d'énergie pour arriver à surmonter mon travail, quoi. C'est quoi? C'est la pression professionnelle? La pression professionnelle, ouais. Le virilisme aussi ou pas du tout? Oui, bien sûr. Aussi. Ah oui. Il ne s'agit pas d'être une lopette dans le BTP, quand même. Et ouais, il y avait un côté un peu viril, etc. Ce que je suis pas trop, d'ailleurs. Enfin, j'ai un côté féminin assez fort, moi, même si je suis un homme. Et je sais pas si j'étais vraiment à ma place. Bon, j'essayais de la trouver et de faire de chercher justement à monter les échelons pour trouver une place un peu sympa. Puis en plus, c'était une injonction paternelle que de réussir, en fait. Ou plutôt, il m'avait toujours dit, mon père, que j'étais bon à rien. Donc, je voulais lui prouver que j'étais capable de faire des choses. Et du coup, lui, il était dans le BTP, enfin dans le bâtiment. Et tu t'es challengé, quoi. C'est un moment. Ouais, il fallait que tu t'es mis la pression. Ouais, il fallait que je réussisse, quoi. C'était pas possible autrement, et je partais dans cette direction-là, et c'était pas la bonne, je crois. Donc ma première bouffée délirante, c'était en 2003, je crois. Au travail. Au travail,
C'était dans une entreprise de BTP. J'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait Plusieurs réalités. plusieurs réalités, voilà. Mhm. Jusqu'au moment où c'est devenu un peu anxiogène, où j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles. J'avais l'impression qu'il y avait dans le couloir de cette entreprise, il y avait une espèce de aide-honneur avec des espèces de prêtres, avec des grandes chasubles, Ok, enfin, un truc complètement mystique. ok. Et là, j'ai perdu le contrôle complètement, quoi. Enfin, j'ai vraiment perdu le C'est là contrôle. qu'on parle de bouffée délirante, c'est qu'il y a des C'est ça. délires, c'est-à-dire des choses qui existent réellement pas, quoi. Réellement pas, exactement ça. Enfin, apparemment, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. qu'il y a que Ouais, toi ouais. qui vois. Ouais, ouais. Et ça me fait penser des fois, enfin, dans ces trucs-là, même Ça peut voir. on a des contacts. Ouais, ouais. On va se mettre à l'intérieur. Ouais. On va essayer de pas perdre les fils. Après, je pense qu'on va rester à l'intérieur. On qu'à se mettre sur le. Et donc, on était en train de parler de c'est quoi une bouffée délirante. Mhm. Et du coup, en fait, tu as l'impression que ta réalité n'est plus celle que tu connais, quoi. C'est c'est autre chose. Et puis bon, souvent, c'est en lien avec le mysticisme, enfin en tout cas c'était le cas pour moi. Donc, Enfin, c'était pas complètement un délire, il y avait des éléments qui faisaient partie de ton imaginaire déjà de base. sûrement, oui. J'allais un peu trop à la messe avec mes grands-parents quand j'étais petit, C'est peut-être. vrai. Ok. Sûrement, ouais. Enfin, je me suis mis là avant de et parce que j'ai fait plusieurs bouffées délirantes. Dans une deuxième, je me mettais à genoux partout, enfin dans les bureaux. Parce que à Comme chaque une fois, prière. je priais, ouais. D'accord. Et Ok. c'était aussi dans le cadre du travail. À chaque fois que j'ai recommencé à cette période-là, chaque fois que je recommençais à travailler, je me retapais une bouffée délirante pendant les périodes d'essai où je travaillais. Et maintenant, je le vois avec le recul, peut-être que c'était juste en fait des petits rappels que c'était pas le chemin qu'il fallait prendre, peut-être tout Mhm. simplement, quoi. Mhm. Et que Mhm. ça allait être trop dur, quoi, sûrement. Mhm. Oui. Ces bouffées délirantes, ça, c'était des. Donc, une bouffée délirante, c'est très ponctuel, c'est un moment, c'est ça? Ouais. Un moment de délire qui, après, ça s'apaise et tu Mhm. reviens dans, entre guillemets, ta normalité habituelle? Non, Non. À ça chaque serait trop fois, simple. tu deviens quelqu'un d'autre. À chaque fois, ça te transforme. Surtout, c'est tellement angoissant, etc. Puis, enfin, il y a des côtés un peu lumineux dans tout ça, souvent, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au milieu du centre, d'être un peu central au niveau de soi-même, du monde, etc. Mhm. Enfin, on rentre dans des trucs où on se dit, Un ouais, peu mégalo. un peu mégalo, Ouais. etc. On a l'impression de maîtriser des trucs, etc. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que quand on redescend, souvent, on ne sait pas trop où on atterrit, on ne sait plus trop ce qu'est la réalité, on sait plus trop, on devient parano, Ok. etc. Enfin, je mets beaucoup d'etc. Mais Donc, c'est des expériences qui déstabilisent globalement ta ouais, ouais, ouais. personnalité. C'est-à-dire que, imagine que tu rentres dans des mondes que tu connais pas et auxquels t'as pas les clés, t'as pas les codes, tu sais pas comment ça fonctionne et enfin, t'as l'impression d'être le seul en fait à connaître ça. Tu penses être particulier par rapport à ça et il y a personne qui peut enfin moi en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de médiateur de santé. Il y a personne qui Mhm. m'a dit non mais attends, moi aussi j'ai vécu un truc dans ce Mhm. genre-là. C'est terrible, c'est ta réalité, mais ça a été aussi la mienne. Moi j'avais l'impression d'être seul quoi. Il y avait d'autres gens Mhm. dans les CMP que je croisais ou à l'hôpital psy qui étaient pas bien, mais j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas sur la même planète que moi quoi, du tout. D'accord. Et Et alors justement, à ce moment-là, quand tu as des bouffées délirantes, c'est un peu espacé, non c'est c'est pas tous les tout, mois. non c'est pas tous les mois, non c'est tout, il y a des années entre les bouffées.
est-ce qu'à un moment donné, tu es pris en charge, tu es accompagné, tu es diagnostiqué même, ou je sais Ouais, pas, ouais. qu'est-ce qui se Tu vas à passe? l'hôpital généralement. À chaque fois, tu as été à l'hôpital Grosse bouffée, tu vas à l'hôpital. parce qu'ils estiment que tu te mets en danger ou tu mets les gens en danger? Bah oui, et puis toi, tu es tellement perdu que tu sais pas il faut te faire redescendre un peu, quoi. Avec des médicaments? Avec des médicaments, ouais. D'accord. Ok. Et moi, j'ai été à Marseille la première fois, et je suis redescendu un petit peu, et après, ma femme m'a récupéré et a supporté mon état qui est devenu dépressif pendant Ouais. des années. Euh, voilà. Et à ce moment, t'étais accompagné par un psychiatre ou un psychologue? Oui, oui, là, à l'époque, j'étais accompagné d'abord par enfin, la première personne que j'ai vue par rapport à ma bouffée délirante, c'est le médecin de l'hôpital de Marseille. Ok. Puis après, j'ai été suivi par le CMP de Fort-Calquier. Enfin, je vais lui rendre hommage d'ailleurs, je l'ai revu après, c'était Daniel Repel, le médecin qui m'a suivi Mhm. et qui a mis en place un peu toutes les choses qu'il a fallu mettre en place, c'est-à-dire la pension d'invalidité, etc. Parce qu'après, tu Mm. te retrouves sans revenu. C'est-à-dire que en fait, tu rentres dans quelque chose enfin, que je souhaite à personne. Hein, enfin, tout est chamboulé, quoi. Mhm. Ta vie n'a plus de sens. Ton travail n'est plus possible. Tu peux plus travailler. T'as plus de revenus. Généralement, enfin, t'as aussi ta femme qui s'en va souvent. Moi, ça n'a pas été le Mhm. cas, quoi. Mhm. J'ai eu cette grande chance-là. Et C'est un enfin, beaucoup de handicap, repères ça qui devient un partent. handicap en fait, c'est ça? Bah ouais, tu deviens Oui. handicapé en fait. D'accord. Et C'est- toi, à ce moment-là, t'avais posé un diagnostic ou pas du tout? Bah, en fait, au début, il me mettait des choses à rallonge avec des termes psychanalytiques et psychologiques, enfin en disant, je sais plus exactement quel terme on m'avait posé. Et puis c'est avec les années, au bout de quelques années, je regardais un peu des émissions quand même quand il y en avait et quand j'arrivais à les regarder sur la psychiatrie, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai tous les symptômes de la dépression et de la schizophrénie, quoi. Mhm. Et un jour, je vais voir le fameux Daniel Repel et je lui dis, Le médecin du CMP. le médecin du Ok. CMP, qui est à la retraite maintenant, que je croise de temps en temps, et qui est quelqu'un enfin, de bon, je pense. Ouais, ouais, mais de toute façon, souvent, même s'il me faisait peur hein, à l'époque, hein, parce que le psychiatre, quand même, c'est la personne, enfin, en plus, tu, tu as peur de ce qu'il va te donner comme traitement, etc. Donc tu sais pas trop ce que tu peux lui dire, ce que tu peux pas lui dire, Mhm. etc. Enfin, il y a un rapport un peu spécial. Maintenant, ça change un peu, justement, ce rapport-là avec les, les, les médecins, c'est-à-dire qu'on parle d'alliance thérapeutique, etc. Mhm. Où justement il y a une sorte d'équilibre où on choisit ensemble un peu de type de traitement, on teste ensemble, etc. On Mhm. essaye de trouver. Non, mais Non, non, ça va. c'est juste que je réponds plus au téléphone depuis des années, mais ça continue à sonner quand même. Donc je laisse sonner en général. Et au bout de 3-4, ça s'éteint, mais parce que c'est vraiment insupportable le, le harcèlement téléphonique. Donc, toi, à ce moment-là, Mhm. quand tu étais au CMP et tout, qu'est-ce qui t'a manqué dans ta prise en charge? Rétrospectivement, tu te Qu'est-ce dis, qui si m'a j'avais manqué eu ça, J'ai l'impression que je vais être jugé parti là, c'est-à-dire que pour moi, franchement, c'est pour ça que j'adore le métier que je fais. C'est que si j'avais rencontré des gens qui étaient médiateurs de santé, je pense que j'aurais été beaucoup moins long à me rétablir. Mhm. Enfin, j'ai ce sentiment-là en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut donner des choses qui sont Concrète? concrètes et puis qui vont faciliter le rétablissement. Déjà, une des premières choses, c'est l'inside, comme on dit c'est-à-dire le fait de prendre conscience de sa maladie. Moi, pendant très longtemps, je pensais être particulier et ne pas être malade. C'était un peu mystique ou un J'étais peu... touché par quelque chose que je comprenais pas et qui était D'accord. angoissant, mais j'étais particulier.
T'étais un élu, J'étais un un peu. élu, en fait, ouais. T'avais une Mais mission de vie et ouais, c'est exactement ça. ça. C'est-à-dire que dans mon délire, en plus, tu touches pile poil le truc, c'est que dans mon délire, j'étais Néo. Je sais pas si tu as vu Oui, Matrix. Matrix. Je me prenais pour Néo. Bon, ça, c'était dans les moments un peu lumineux où j'avais l'impression que, bon, je l'ai pas trop testé, mais que je pouvais conduire les yeux fermés, tout ça. Enfin, Waouh. Ok, c'est bien, t'es encore là pour nous en parler. Ouais, c'est ça. Je me suis dit quand même, non, j'ai pas l'impression de vraiment voir, quand même. Les yeux fermés, tout ça. C'est moins pratique que les yeux ouverts pour conduire. Enfin, des délires comme ça. Et puis, vraiment, je passe sur les délires vraiment complètement. Et du coup, un médiateur de santé t'aurait pris un peu sous son aile à ce moment-là et Ouais, t'aurait dit, mec, t'es ouais. fou? Bah, T'aurais dit ça? Il t'aurait non, dit non, quoi? il m'aurait dit, vas-y, raconte-moi. Ah ouais, ben, moi je connais cet endroit-là dont tu me Je parles suis là. déjà allé. J'y suis déjà allé. Ah ouais, t'es l'élu aussi? Ah, c'est quoi ce bordel? Mais écoute, sans déconner, on a ces discussions-là des fois avec D'accord. les gens qu'on suit. J'ai un de c'est devenu un de mes bons amis, même si, ouais, peut-être je peux dire ouais, enfin un de mes bons amis. Et il est encore, il a pas d'inside en fait, ou très peu. Et il est dans cette relation-là. Il est l'élu. D'accord. Il est Tu l'élu. peux me redire c'est quoi l'inside? En fait, c'est la prise de conscience qu'on est malade. D'accord. Inside, ça veut dire tu comprends ce qui se passe dedans. Ouais. C'est ça? Mhm. Donc l'inside, tu m'as parlé de l'inside. Comment on passe de patient à père aidant ou qu'est-ce qui t'a conduit à devenir père aidant? Ouais, d'accord. Bon, en fait, une fois que tu te rétablis, que tu commences à aller bien, Tu peux définir le rétablissement? le rétablissement, je pense que, en fait, enfin, il y a. Qu'est-ce qui définit le rétablissement, en fait? C'est que. T'as beaucoup d'inside, Ouais, c'est ça? T'as une ouais. conscience de ta maladie. En fait, les symptômes sont à bas bruit ou Ça veut dire que disparaissent. t'es stabilisé avec ou sans médicaments? C'est Avec ça? médicaments en Avec, général. en Enfin, général avec en médicaments. général, ouais. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, avant, j'avais des voix, quoi. Ok. Ça, j'en ai pas parlé encore, T'étais mais entendeur de voix j'étais ou entendeur de voix, toi ouais. tu te définis comme ça? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Bah, en fait, alors, définir les voix, on a tous un peu notre. C'est un peu comme. Enfin, chaque entendeur de voix a son type de façon. Enfin, ça peut venir de l'intérieur, de l'extérieur, ça peut être différentes choses, différentes façons de percevoir cette espèce de choses qui ne sont pas vraiment des pensées, mais qui peuvent des fois s'y apparenter. Enfin, ça. Il y en a, c'est vraiment complètement extérieur. Il y en a, c'est vraiment à l'intérieur des gens qui connaissent, des gens qui connaissent pas. Enfin, ça peut être plein de choses Ça peut différentes. être toujours la même voix, ça Ça peut peut être être plusieurs parfois voix. une seule voix est toujours la même. Ça peut être une seule voix et elle peut être différente, mais c'est qu'une seule. Ça peut être plusieurs voix. Ça peut être, enfin, Ok. c'est très différent suivant les gens, en fait. Donc on parle de rétablissement et toi tu me, tu me rajoutes ça. Bah, en fait, Ça c'était un de tes symptômes. c'était un des D'accord. symptômes et c'était pour te dire que moi j'en ai plus. C'est pour ça quand D'accord, le ok. rétablissement, enfin j'en ai plus ou quasiment plus quoi. D'accord. Et c'est les médicaments qui ont calmé ça ou C'est plein de choses en fait. c'est l'ensemble? C'est la remise en marche de ma vie en fait, progressive. C'est-à-dire, euh, on va reparler d'inside, la prise de conscience que j'étais malade. Puis après, le fait de vouloir faire des choses pour aller mieux quoi. Parce que Mhm. tant que t'es pas malade, T'as pas besoin d'aller mieux. t'as pas besoin d'aller mieux. Puis tu vas te guérir de quoi? Mais oui. C'est pas possible. C'est plus t'as l'impression que c'est le monde qu'il faut guérir, quoi. Ouais, que les gens comprennent pas ce que tu es en fait. Mhm. Et ça c'est.
Bon, à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux partir sur le chemin de te dire, bah, je vais essayer de guérir de ce que j'ai, en fait. Ou de modifier un peu cette maladie pour qu'elle soit supportable. Mhm. Et du coup, un peu de sport, de la sophrologie, un traitement un peu, enfin, qui a été modifié. Adapté. Adapté, modifié. D'accord. Enfin, j'ai changé Ouais. de molécule en l'occurrence, ça m'a bien servi. Ok. Retrouver du sens, c'est-à-dire chercher un petit peu par tes propres moyens. Enfin, moi, ça a été de trouver du sens à ma vie, en fait, et de chercher sur Internet, pour dire les choses, euh, des choses qui me parlaient, etc. Je suis passé par pas mal de gens qui me parlaient bien au niveau spirituel, etc. Mhm. Et ça a éclairé un peu ça m'a apaisé. Et puis alors, il y a un livre vraiment qui m'a fait énormément de bien, c'est du développement personnel. C'est Frédéric Lenoir sur Jung. Il parle de Jung. Et Jung, il parle aussi. C'est un psychanalyste, c'est ça? C'était Avec les archétypes et tout C'est ça. C'est un des disciples de Freud, je crois. Mhm. Enfin, qui est devenu, enfin, qui s'est un peu Écarté de Freud, mais Ok. et qui a fait son propre chemin. Et ça m'a complètement apaisé par rapport à la spiritualité. Il en parle beaucoup Mhm. dans son livre. Et je me suis dit, mais en fait, non, j'étais ce que je fantasmais, etc., c'est faux, quoi. La réalité est autre. Et Ok. ça m'a refait redescendre aussi. Enfin, la connaissance, le savoir, en fait, c'est une arme qui peut combattre aussi la maladie, quoi. Et ça a recadré ta spiritualité un Ça a peu? recadré exactement ça. Oui. Mhm. Parce que du coup, ça me donne l'impression que ça t'a aidé à redéfinir une autre mission, Ouais. mais plus ancrée dans la réalité, quoi. Voilà. Finalement. Il fallait un Non. peu se réancrer un peu, voilà. Parce que j'étais un peu trop haut, là. Et du coup, Enfin, c'est à ce moment-là que comment tu sais que ça existe la pérédance ou qui te propose de faire ça non. ou... En fait, au CMP de Fort-Calquier, etc., j'étais avec une psychologue qui m'en avait parlé, je crois. Et Madame Sordini, pour ne pas la nommer. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ça. J'ai commencé à regarder. Et en 2015, j'ai rencontré, il était à l'époque, c'était un des premiers pères aidants à Marseille. C'était mon directeur d'aujourd'hui, D'accord. Yves Bancelin. Et il était père aidant et je suis allé faire un stage avec lui. On s'est rencontrés là. D'accord. Et lui, il m'a montré ce que c'était que la pérédance. Et quand j'ai vu ce que c'était, etc., je me suis dit, bon, c'est cool et tout, machin. Mais j'allais tellement bien, puis j'étais encore un peu perché. Et, Ok. et j'avais envie d'être photographe. Et j'ai fait une formation de photographe je sais pas, un an ou deux après. Mhm. Et là, je suis retombé parce que j'allais mieux. Mais il y avait toujours, à cette période-là, j'allais mieux, mais j'étais toujours dans les signes, etc., positifs. Ok. C'est-à-dire, il n'y avait plus de signes négatifs, mais c'était des signes encore. D'accord. Et j'ai fait Ok. une grosse crise en 2017-2018, quoi. C'était encore une bouffée délirante ou Encore une c'était bouffée différent? délirante. Non, non, c'était une bouffée délirante, mais D'accord. ça a été la pire, en fait, que j'ai faite. Ok. Et là, il y avait... Mon fils avait 15-16 ans, et ça a été compliqué pour lui de me voir dans cet état-là, parce que quand les premières, il était bébé et petit, et il se rendait pas compte. Mais là, il s'est rendu compte de ce que c'était, et ça a été assez dur pour lui, enfin, même très dur pour lui et pour ma femme, ça a été terrible, quoi, de me voir dans cet état-là, et ça a été, pour moi, ça a été horrible, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et comment tu t'expliques cette bouffée? C'était tu prenais pas bien tes médicaments, Bah, en c'était fait, pas ouais, les bons. non, mais c'est exactement ça, c'est que j'avais commencé, comme j'allais mieux, j'ai baissé progressivement mes doses, donc c'était déjà une petite dose, Ah ouais, ok. et je divisais ça par 4. Ouais, ok. Donc là, j'ai complètement... Excès de confiance. ouais, Ok. ouais. Et toi, tu t'expliques ça vraiment, c'est pas seulement, c'est pas que les médicaments qui Non, stabilisent, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la sphère L'environ- sociale, tout ça. C'est C'est ça. clair. Donc tout ça, c'était pas encore stabilisé pour Et toi. puis en plus, la personne avec qui je faisais la formation de photographe,
était quelqu'un sûrement de très bien, mais il était franc-maçon. Il a commencé à me parler de franc-maçonnerie, etc. Mais ça m'a fait complètement déboussoler. Il a nourri le démon, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, il m'a donné des cordes à mon arc pour pouvoir repartir dans du délire, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Donc ça, maintenant, dans ton inside, tu sais que tu as cette tendance ouais. À aimer les théories et voilà, quoi. Ouais. Non, mais là, maintenant, je commence à me connaître. Oui. Avec la maladie, etc. Et ça va nettement mieux. Et puis quand je recommence à monter un peu, je vais voir ma psychiatre, on réajuste le traitement. D'accord. Et ça va. Ça va. Donc tout ça, c'est le rétablissement. Alors. Ça, c'est le rétablissement. Ok. Donc là, ça fait 7 ans que tu es rétabli, quoi. Ça fait 5, allez. 5 ans, parce que ça a mis un peu de temps. Avant que je revienne un peu. Okay. Ça a été beaucoup plus rapide que la première fois, parce que la première fois, ça a duré presque plus de 10 ans, quoi. En fait, je sais pas si c'est comme on dit ça en addictologie, mais en fait, l'échec ou la rechute, c'est des choses qui renforcent ton apprentissage. C'est clair. Oui, ça fait partie des choses qu'on dit ou. C'est vrai. Ou c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité dans le sens où toutes ces rechutes, etc., font que maintenant je peux en conscience savoir exactement ce dont j'ai besoin et ce qu'il ne faut pas que je fasse. Comme par exemple arrêter mon traitement. Oui, c'est cher payé quand même. C'est assez cher payé. 2 ans de chaos. Ouais, c'est ça. C'est quand même cher payé pour un apprentissage. C'est des études lourdes, quoi. C'est clair. C'est horrible d'ailleurs. Mais il a fallu que je passe par là pour comprendre que le traitement, c'était... Enfin, et même en ayant connu ça, au jour d'aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de me dire que je vais avoir mon traitement jusqu'au bout de ma vie. Tu vois, je me dis peut-être que dans quelques années, etc. Mais bon, le traitement, c'est un truc, je sais pas exactement ce que ça génère comme... Enfin, à part les effets secondaires qui sont là aussi quand même, mais qui sont là vraiment, chez moi, aujourd'hui très 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 faibles, parce que j'en ai quasiment pas. Tu peux me dire quelle est la molécule c'est de la Abilify. Ok, ça agit sur... c'est un neuroleptique. Un neuroleptique, d'accord, ok. Mais pourtant, j'ai toujours un peu envie de me dire, allez, j'aurais peut-être plus besoin de médicaments un jour. Peut-être. Mais peut-être pas aussi. Et si jamais enfin, de toute façon, je le ferai pas parce que j'ai quand même ma compagne et tout, etc. qui, je veux dire, et mon fils. Et je veux vraiment pas leur refaire vivre un truc comme la dernière fois que je suis retombé, qui a été atroce, quoi, pour eux et pour moi aussi, quoi. Ça, c'était le plus cher payé de ton expérience, quoi. C'était clair. De voir ce que ça fait sur les gens que t'aimes. Ouais. Toi, maintenant, en tant que père aidant, t'es un petit peu intraitable sur le traitement. Quand tu parles avec des gens qui sont en train de rigoler et de te dire oui, bah, je vais arrêter et tout, toi, tu leur dis non, déconne pas. Non, justement. Non. Ah ouais. Je leur fais part de mon expérience. C'est-à-dire que je leur dis, moi j'ai essayé, et je leur explique ce que ça m'a coûté. Je leur dis 2 choses. Un truc comme disait est-ce que ça va en ce moment? Parce que généralement quand on veut arrêter son traitement, c'est qu'on va bien. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin, parce qu'ils savent aussi ce que c'est que d'être pas bien, quoi. Et d'aller très très mal. Est-ce que tu prends le risque, en arrêtant ou en baissant ton traitement, de retomber dans quelque chose où ça va pas du tout, etc. Qui va durer peut-être des années. Qui va peut-être durer des années. Qui va peut-être détruire des choses dans ta vie. Qui va peut-être détruire des choses dans ta vie. Qui va peut-être détruire un peu des choses dans ta tête aussi. Parce que c'est pas... Ça laisse des marques quand même. C'est bouffée délirante, quoi. On perd un peu des neurones à chaque fois, quoi. Et est-ce que tu prends ce risque-là? Si tu veux faire... D'abord, et si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire absolument, tu peux faire avec aidé d'un psychiatre, une fenêtre thérapeutique où il va t'aider à baisser ton traitement et à voir un peu les effets, etc. Mais surtout... Donc si tu le fais, ne le fais surtout pas seul, quoi. Voilà. Oui. C'est-à-dire que, en fait, je crois que tant que tu n'as pas expérimenté les choses, tout ce que peuvent te dire les gens,
ça a une valeur relativement relative. Bah, ça dépend qui, parce que si c'est des gens qui connaissent, Ouais. qui savent de quoi ils parlent, t'as tendance à mieux les écouter que c'est quelqu'un qui a des grandes théories, tu vois. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Tu Mais sais que tu peux faire confiance, plus ou ouais, moins, ouais, quoi. c'est vrai. Mais C'est peut-être ça l'intérêt du père aidant ou du médiateur de santé père. ouais, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas de leur donner une injonction en disant non, non, il faut vraiment pas que tu le fasses et crois-moi sur Ok. parole, point barre, quoi. Tu vois. Oui, Ouais, ouais. d'accord. Et la grosse différence entre le rétablissement et la guérison, c'est que on est, on est, il y a une sorte de sursis, c'est-à-dire que on sait on est à l'instant T, on est bien, mais on ne sait pas si ça va durer, quoi. On n'est pas redevenu ce qu'on était avant. On est une nouvelle version avec, pendant un temps, une période où ça va mieux et on espère que ça va durer. Voilà. Moi, je suis venue pour interroger un père aidant. Et en Mhm. fait, tu me parles de médiateur de santé. C'est quoi la différence? Médiateur de santé, c'est pour justement ne pas faire trop peur. Parce que si tu me rajoutes père, médiateur de santé père, mais qu'est-ce que c'est en fait vraiment? Ça Tu fais la s'arrête là. médiation entre quoi et quoi, alors, t'es médiateur de santé? Si tu veux, que ça soit médiateur de santé père ou médiateur de santé, l'intitulé est un peu différent, mais en fait c'est le même métier, quoi. Ça dépend du public vers lequel on est confronté et on fait ce qu'on veut pour définir ce qu'on fait. Mais euh, en fait, on est médiateur de santé père, on n'est pas médiateur de santé, en fait. Pour ce qui est... Enfin là, je vais être encore jugé parti, mais je pense que oui, le fait de mettre de la pérédance dans la psychiatrie, c'est une bonne chose, dans la mesure où, de toute façon, ce n'est pas que philosophique, le fait que les politiques aient accepté qu'il y ait ces pères aidants, c'est que quelque part, s'il y a des pères aidants dans l'hôpital, je te laisse deviner pourquoi. Bah, il y avait besoin. Ouais, ça c'est clair. C'est des personnes moins formées, moins chères. C'est pas ça, Non, non. c'est pas ça. Alors là, je sais pas, faut que C'est- faut que bah, tu en fait, répondes c'est à tout ta simple. question. C'est tout simplement parce qu'en fait, ça fait faire des économies à l'hôpital, Oui. non pas parce qu'on est moins payé ou ceci ou cela, mais parce qu'en fait, les gens restent moins. Ils se sont aperçus que dans des équipes où il y a des pères aidants, le temps de séjour des gens qui viennent à l'hôpital est moins long. Donc ça fait faire des économies, enfin je ne donnerai pas le chiffre, mais d'un certain nombre de milliers d'euros par patient. Là, tu es en train de me dire que les médiateurs de santé sont hyper rentables. Oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est ça qui a fait que ça se développe. C'est avant tout une question économique. Dans ce monde mercantile, c'est le cas dans tous les domaines. Et on n'échappe pas à la règle. En fait. C'est-à-dire que je pense que si on s'apercevait que les pères aidants c'est super, mais qu'en fait ça coûte de l'argent, Ça le ferait moins. ça Oui, serait moins d'accord. facile pour que ça se développe. C'est clair. Et moi, en tant qu'ancien patient, je suis convaincu de ce que je fais et je suis certain qu'effectivement, ça facilite les choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si je m'étais pas rencontré, mais si j'avais rencontré quelqu'un un père aidant à l'époque où j'étais à l'hôpital, je pense que ça m'aurait bien aidé, ouais. C'est clair. Et toi, t'es pas un soignant. Si, si. T'es un soignant. Ouais, ouais, Officiellement, t'es un soignant. officiellement, ouais. T'es reconnu par l'ARS. C'est l'ARS qui finance, ouais. Ouais, voilà. Nos postes, etc. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Et ouais, et je te dis, il y avait on a depuis peu un code Rom Ouais. qui valide le fait que Que on c'est est une reconnu, profession spécifique. que c'est une profession spécifique et reconnue, D'accord. quoi. Ok. Voilà. Au quotidien, tu fais quoi dans ce Ben, métier? en fait, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Hein. Si jamais tu vois mes collègues dans un autre cadre, Oui, j'aimerais bien rencontrer tes collègues. Ouais, C'est ouais, des ouais. infirmiers, des psychiatres. Il y a oui, il y a un psychiatre, deux neuropsy dans notre équipe, Neuropsychologues. neuropsychologue.
des éducateurs, des infirmiers, Est-ce que c'est bien, parce que je crois que je les ai une psychologue, rencontrés, c'est les gens de l'équipe de... réhabilitation psychosociale de l'hôpital psychiatrique de Digne. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes toute une équipe Mhm. à aider les patients à revenir dans le monde social C'est ça. et à se rétablir. C'est nouveau, C'est nouveau. ce service? Ça vient de commencer, enfin ça existe depuis à peu près un an, ouais. Ah, depuis un an seulement? Ouais, D'accord, ok. Ouais, ça fait un an, à peu près un an et demi que je suis là. Il y avait la réhabilitation en intra, c'est-à-dire qu'il y avait des lits, il y avait des gens qui s'occupaient de faire de la réhabilitation dans le cadre de l'hôpital. Ça, moi, ça m'avait réjoui et étonné qu'il y ait ce service de réhabilitation Mais c'est- psychosociale, et que c'est bon, effectivement très récent, donc très peu connu. C'est Ouais, aussi ouais. pour ça que j'ai l'impression qu'il faut médiatiser un peu ça auprès des gens, pour peut-être rassurer, quoi. Je pense que oui, c'est exactement ça, pour un peu rassurer et pour se dire que bon, la psychiatrie, c'est pas simplement vol au-dessus d'un nid de coucou et il y a aussi des choses qui évoluent, Mhm. même si effectivement, enfin, si on parle politique, hein, au niveau argent, etc., il y a de moins en moins De moyens. moyens en fait, donnés aux hôpitaux en général et à la psychiatrie en particulier, mais ça évolue aussi un peu quand même. Dans notre équipe pluridisciplinaire là, de la réhab de Digne-les-Bains, euh, alors j'allais dire on joue, parce qu'effectivement, le neuropsy ou le psychiatre, ils ont des responsabilités que nous n'avons pas, ou voilà, etc. Il y a une hiérarchie, de toute façon dans tous les systèmes, il y a de la hiérarchie, Mhm. sachant que pour le bien des patients, on essaye d'avoir une façon de travailler horizontale. Mhm. Et ça, c'est assez agréable pour tout le monde, je pense, sachant que bon, les patients s'y retrouvent, quoi. C'est-à-dire Ok. que justement, cette espèce de relation que les médiateurs mettent en place avec les patients, elle est reprise par l'ensemble des soignants. Mhm. Ok, donc ça modifie toute l'ambiance de travail et toute l'ambiance d'équipe. C'est ça. Ok. Et est-ce que ça joue aussi sur le pouvoir que le patient il peut se donner à lui-même aussi? Est-ce que du coup lui devient aussi acteur de cette Bah, responsabilité ou tu vois oui, d'être acteur de ton propre soin? je pense qu'effectivement, c'est ça en fait l'idée, c'est que la personne se sente en confiance et de ce fait de cette confiance puisse se dire bon bah voilà j'ai des gens qui m'apportent des ressources à différents niveaux et que je peux les saisir sans qu'il y ait cette espèce de côté un peu justement Tu dois. tu dois le sachant etc. Ouais. Non, on essaye d'aller dans une direction positive, dans quelque chose qui va vers les rétablissements. C'est ça l'objectif, quoi. On avance tous ensemble. C'est ça. Est-ce que tu peux me décrire une journée type dans ton travail? Bah, je vais prendre la dernière alors. Oui. Bah, écoute, Sans dévoiler l'intimité des gens. mais- non, 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 non. Par exemple, alors, généralement, on arrive vers 9h, on prend un café, etc. Et puis après, on va faire nos ateliers. Ou Les les patients choses sont sur place en général. Ou Les- eux, les- ils se les- rendent à l'hôpital Alors par aussi. exemple, si je prends la dernière journée, j'ai fait un atelier sur on fait de l'escalade avec les patients. Mhm, On va dans un endroit où il y a des blocs, une salle d'escalade, mhm, et on fait de l'escalade ensemble, etc. On essaie de lier du lien, etc. mhm. Le fait de faire du sport comme ça, c'est positif à plein de points de Mhm. vue. Le fait de se dépasser, le fait de l'escalade, vraiment, c'est... Et en plus là, c'est marrant parce que la dernière fois qu'on y était, on était 3 ou 4, il y avait 3 ou 4 patients, et plus un infirmier et moi. Et ils se sont vraiment tous dépassés, quoi. Mhm. Ils ont vraiment progressé, enfin les 3 qui étaient là, en quelques semaines, là, ils ont fait vraiment des progrès assez importants. Et ça crée des choses. Mhm. Quand tu as l'impression d'être au fond du trou, que machin, etc., et que tu réussis des choses, c'est vraiment chouette, quoi. Et ça a un impact psychologique assez fort D'accord.
ce qu'on ressent de soi, etc., etc., quoi. Et ça ancre le fait que l'action, ça joue dans le rétablissement. Tout à fait, tout à fait. L'exercice physique, le lien avec les autres. Pour moi, le sport et ce que ça apporte au niveau physique, etc., c'est déjà extraordinaire pour des gens qui sont sans maladie. Mais pour des gens qui sont malades psy, c'est vraiment fondamental à mon sens. Ça crée des choses, enfin, puis en plus, toutes les... quand tu fais du sport, au niveau chimique, tu as plein de trucs que les endorphines. Ouais, c'est ça. Là, j'allais regarder dans mon... Là, tu sors ton classeur pédagogique, un peu. C'est ça, tout à fait. Plan d'action, plan de rétablissement. C'est des choses qu'on met en place ou qu'on travaille avec les gens, quoi. Alors voilà, les molécules du bonheur. T'as des parties théoriques, alors, du coup. Ouais. J'ai vu que tu avais une page sur Freud, sur le moi, le surmoi. Et là tu as les molécules du bonheur. Alors vas-y, comment les pirater? Voilà. Par exemple, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense en mangeant, en atteignant des buts. Par exemple, dans le sport, on atteint des buts en finissant une tâche, avec des activités pour son bien-être. L'endomorphine, l'antidouleur, faire du sport, écouter de la musique, regarder un film, etc. Endorphine, ouais. Ocytocine, ça c'est le lien. Non on a aussi celle-là parce que quand on fait du sport en groupe comme ça, on a de l'ocytocine aussi parce qu'on se sociabilise, on se touche physiquement. Des gestes de soutien. Ouais, des gestes de soutien, des choses comme ça. De la sérotonine, c'est se poser au soleil, la pleine conscience, être dans la nature, la méditation. Enfin bon. Là, en tout cas, déjà, en faisant du sport, a priori, on développe l'escalade de la dopamine, de l'endorphine et de l'ocytocine. Ouais. Et ça, c'est des choses que tu t'expliques à tes patients. Tu les appelles tes patients? Tu les appelles comment? Je les appelle par leur prénom, en fait. Par leur prénom? Ouais. Mais quand tu parles de je les eux, souvent. Ça peut être des clients, des patients? Non, c'est des patients, oui. Des patients? Tu vois, tu me poses la question, mais j'ai même jamais fait trop attention. T'avais jamais réfléchi? Ouais. Parce c'est des individus, quoi. Et... Est-ce que toi, des fois, tu prends les gens en entretien individuel ou entretien de groupe, ou est-ce que vous avez des moments un peu pour creuser? Justement, là j'étais sur la matinée et l'après-midi, on a fait un groupe de parole sur les entendeurs de voix. Donc c'est plutôt des groupes de parole? Ouais, groupe de parole. Mais après, on voit aussi les gens en individuel, où on discute un peu de leurs problématiques, etc., de ce qui c'est sur demande ou c'est sur demande, ouais. Quand ils ont envie de nous voir, etc., ils peuvent venir nous voir, etc., nous demander... on peut faire des activités avec eux et discuter avec eux et on peut les renvoyer sur aussi d'autres professionnels de notre équipe, la psychologue, le neuropsy, etc., enfin, ou s'ils ont des questions sur leur traitement aussi, sur les infirmiers. Et donc là, toi, des groupes de parole... ça c'est prouvé que c'est efficace aussi, les groupes de parole. Mais c'est un truc c'est un truc vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que j'en fais dans le cadre de mon travail et j'en fais aussi un à Manosque, dans le GEM de Manosque, le chat qui tousse. Tu peux dire c'est quoi un GEM? C'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est une association de patients, en fait. C'est une association de patients où il y a des gens fragiles qui se retrouvent pour se sociabiliser et dans la mesure où ils sont stabilisés, voilà. D'accord, ok. Il y a des activités, des choses prévues, des animations. Il y a des animations faites par des animatrices qui sont, voilà. Donc en fait, je vais peut-être les nommer parce que c'est vrai qu'elles ont été importantes et que... Enfin, il y a Nathalie Rack, Sophie Terrane Morel et Sandra Lacoste, je crois. Ok. Et dans tes groupes de parole, là, tu avais proposé hier quelque chose sur les entendeurs de voix. Ouais. Mais c'est libre. Tu peux faire sur n'importe quel sujet. Ça peut être... Souvent, c'est libre et des fois, on peut amener des choses, justement. C'est-à-dire que, par exemple, très souvent, on discute de nos... Enfin, les patients viennent avec leurs problèmes et évoquent ce qui les traverse à ce moment-là. Et on échange nos petites techniques pour essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Et surtout, on est dans une écoute active et une empathie qui permet
enfin de se sentir un peu moins seul, surtout déjà pour commencer. Très généralement, à la fin de la séance, les gens ressortent avec la banane, quoi. Même quand ils sont rentrés avec la banane à l'envers, là, quand c'est un moment social où vous rigolez aussi. Ouais, où on échange, on se sociabilise. Ouais. On est des êtres sociaux. Et dans la maladie mentale, très souvent, on se retrouve seul, face à soi-même. Et quand on se retrouve en groupe et qu'il y a quelque chose, une cohésion en plus, et quelque chose de partagé ensemble, ça fait toute la différence avec les moments où on est à ruminer chez soi, quoi. Ouais, donc c'est vraiment important. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments aussi où bah, je sais pas moi, est-ce que tu vas genre les aider à reprendre pied dans la vie sociale? Comme tu vas leur faire un profil Tinder avec eux, ou je sais pas quoi, ou aller faire une mission qu'ils n'arriveraient pas à faire tout seuls. Est-ce que tu fais des choses comme ça aussi? Oui, j'ai oublié le shopping, je sais pas quoi. Oui, bien sûr. L'objectif principal de la réhabilitation, c'est d'avoir des projets, enfin que les gens qui viennent chez nous aient des projets, et d'essayer de les réaliser. Ça peut être trouver un travail, rencontrer un amoureux. Rencontrer un amoureux, ça peut être le cas. En fait, toute l'équipe est dans cette direction-là, enfin, dans l'aide à ce que les gens trouvent. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai que nous, les pères aidants, on est un des éléments de ce moteur qui fait que peut-être un des éléments importants, peut-être, mais tous les autres éléments sont tout aussi importants pour que ça tourne bien, quoi. Les infirmiers, les neuropsys, les éducateurs, la psychologue, enfin... Tout le monde s'associe dans le projet de la personne. C'est ça. Si tu veux, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, qu'on raconte dans notre association qui s'appelle... Esper Pro. Esper Pro. Qui, en fait, prête les médiateurs en quelque sorte aux hôpitaux, etc. D'accord. C'est eux qui gèrent un peu leur recrutement, leur formation tout ça. C'est ça. Ok. Et du coup, chez Esper Pro, on raconte une histoire comme ça, c'est que il y avait quelqu'un qui est arrivé et qui disait bon, mon projet, moi, ça serait de devenir pilote d'avion. Ah ouais, bon, bah ok, tu veux devenir pilote d'avion, bon bah écoute, ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder un petit peu, etc. Et puis bon, là, il y a peut-être la possibilité de faire un stage à l'aéroport de Marseille, etc. Il a fini par travailler dans la librairie de l'aéroport. Et ça lui convient. Parce qu'effectivement, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son rêve de devenir pilote, mais il est resté près des... Il s'est approché un peu de ce qu'il souhaitait. Et c'est ça la vie, en fait. C'est-à-dire que je pense que quand tu as des grands rêves, etc., même si tu n'arrives pas à les atteindre, le fait de vivre dans... de se battre pour avancer, pour essayer, pour... c'est ça. Le fait de s'en approcher. Il les voit tous les jours, les avions, quoi. Peut-être même mieux que s'il était pilote, quoi. Et il est dans un milieu qui correspond à ce dont il avait envie, quoi, au départ, quoi. Alors, est-ce que tu te sens reconnu, bien payé, soutenu comme il faudrait? Est-ce que ça, c'est ok? D'une certaine manière... Au niveau de la reconnaissance, déjà. Ouais, d'une certaine manière, oui. Parce que tu en avais parlé au début de l'entretien, quand tu essayais de travailler dans le BTP, tu m'as dit une phrase... Déjà, à l'époque, j'avais besoin de reconnaissance. Donc, est-ce que du coup, c'était un petit peu une perche que tu m'as tendue? Donc là, est-ce que en fait, ton besoin de reconnaissance, il est satisfait par cette profession ou... Disons qu'en fait, oui, en partie, oui. C'est vrai que au niveau salaire, on n'a pas vraiment à se plaindre, dans le sens où on est payé correctement. Mais... Et socialement, ça passe par quoi la reconnaissance? Professionnellement ou quoi? Tu te sens reconnu? Tu sens que ce métier qui est nouveau, qui est bizarre, il est bien reconnu par les collègues, par l'institution? Tu te sens par mes collègues légitime? aussi, par mes collègues proches, oui, il n'y a aucun problème.
par mes collègues un peu plus lointains dans le cadre de l'hôpital. C'est-à-dire, dans mon équipe, je me sens tout à fait à ma place, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que des fois, dans d'autres services, tu sens que... Qu'est-ce que vous êtes? D'où vous venez? Tout ça, Oui, machin. parce que pour être ça peut être éducateur, c'est 5 ans d'études, je sais Ouais. plus combien, pour être psychologue, c'est pareil, c'est long. Ouais. Du coup, des gens qui arrivent comme ça, Après, il y a aussi la possibilité de faire la licence pour devenir Ah oui, médiateur d'accord. de santé. Donc c'est vrai, c'est 3 ans d'études, c'est l'équivalent à peu près d'une infirmière hein, au niveau Ouais. des études. Enfin, une licence, c'est 3 ans théoriquement. Voilà. J'ai eu une discussion avec un éducateur justement par rapport à ça. Moi, je lui avais répondu à l'époque, écoute, c'est vrai, on n'a pas des études très longues, etc. Mais par contre, on a une expérience Oui, qui dure depuis, pour moi, 20 ans. oui. Donc, Ok. est-ce que si on considère le fait que cette expérience vaut pour mon travail, donc j'ai 20 ans d'expérience avant moi, ça serait un bac plus 20 alors Oui, finalement. t'as fait une sorte de VAE, quoi. Voilà, Validation des acquis d'expérience, c'est et ça, qui ouais. t'a donné un peu l'équivalent d'un diplôme bac plus 3 ou plus 5, on va dire. C'est un peu ça, quoi. c'est ça. Et justement, on n'a Enfin, à mon pas, sens. peut-être pas évoqué ce concept clé, je pense, Ouais. qu'est le savoir expérientiel. Hmm. Est-ce qu'on arrive à en reparler un petit peu, là, du savoir expérientiel? Bah, Est-ce que vous développez beaucoup ça, vous travaillez beaucoup cet aspect, ou c'est plus les chercheurs qui travaillent sur ça? Est-ce que toi, c'est... enfin, je sais plus exactement sa thèse sur Ismaël Béchela, je crois, qui a travaillé sur tout ce qui est pair et danse, Mhm. et qui a fait un mémoire de 400 pages. Moi, j'ai pas de connaissances particulières théoriques là-dessus. Euh, Mais est-ce que tu as l'impression que tu apprendrais quelque chose là? Ou qu'en fait, Par tu as rapport à déjà ça, tout en toi, les savoirs expérientiels, c'est en franchement, toi, en fait. franchement, enfin, je me suis rarement senti en difficulté par rapport à une relation que je pourrais avoir avec les gens que je suis. C'est ça D'accord. que je me suis jamais dit, pour l'instant, hein, Mhm. ça arrivera peut-être un jour. Il Ah me là, mais manque un truc. il me manque quelque chose là. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir les outils qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins des gens qui sont en face de moi, quoi. Mhm. Donc, à partir de là, Donc, t'as pas de syndrome de l'imposteur, non. non. Et de toute façon, tu es en formation continue, donc Mhm. tu te nourris en permanence, C'est clair. plus Bon, de tes après, expériences. moi j'ai ce sentiment-là. Après, c'est vrai que de temps en temps, comme je te le disais, parfois d'autres personnes ou d'autres services peuvent un peu te renvoyer ce côté-là, quoi. Mhm, Te mhm. dire, ouais, tout ça. Est-ce que c'est pas un manque Bon. d'information aussi, justement? C'est la nouveauté. Chez les humains, c'est très dur la nouveauté. Et comme on est, enfin, même si ça fait maintenant plus de 10 ans que ça existe déjà, ça commence à se développer. Et des petites résistances, il y en a toujours quand il y a des nouvelles Mhm. choses qui arrivent, quoi. Donc c'est Ouais, compréhensible. ouais. Et est-ce que, parce que les psychologues en général, si je me trompe pas, ils sont supervisés. Mhm. Ou je sais pas s'ils sont obligés de l'être ou pas, hein. Je sais pas si les Si, psychiatres si, le sont et tout, mais ils sont supervisés par un Ouais, autre ouais, psychologue ouais, qui les aide à analyser les ouais, ouais. situations qu'ils rencontrent et comment ils le vivent. Est-ce que toi, t'es supervisé? Ouais. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on a une visio avec l'ensemble de l'équipe de Marseille et des différentes équipes sur le territoire, là, enfin plutôt PACA d'ailleurs, où on fait une intervision, où on parle de notre pratique et où on explique si jamais il y a des problèmes, Hmm. etc. Et qu'est-ce que pensent les autres, etc. Là aussi, beaucoup d'écoute active, etc. Hmm. Et savoir comment on réagirait. Et il y a l'ensemble de Hmm. l'équipe qui peut te renvoyer, enfin de médiateurs, là, c'est entre médiateurs. Donc tu débriefes un peu tes situations, tu peux avoir des retours où les gens ils disent là t'es pas dans la bonne posture, change. C'est sûr. Et il y a ce côté-là, et aussi, imagine, il y a deux neuropsys, une psychologue dans mon équipe, Hmm. euh, avec lequel j'ai des relations plutôt agréables, etc., avec lequel je peux aller puiser À aussi tout chez eux moment. à tout moment en leur disant voilà, là, il y a quelque chose qui ne me va pas, etc. Enfin, on est vraiment étayé de façon assez forte. Ouais, 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 ok.
Et puis bon, tout le reste de l'équipe aussi, les infirmiers, les éducateurs, etc., qui sont aussi là pour, si jamais on a besoin d'une oreille pour partager quelque chose, c'est possible aussi, ouais. Et oui, les psychologues, ils sont là à plein temps aussi. La psychologue, on a une psychologue qui est là à plein temps, oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que ça a transformé dans ma vie? Le fait de devenir père aidant. Oui. Ça a donné du sens à ma vie, en fait, tout simplement. Oui. Tout simplement ça. C'est que je sais pourquoi je me lève le matin, et je me lève avec la banane, quoi. Ouais. Et du coup, enfin voilà, quoi. La vie est belle. Et j'ai pas dit toujours ça, je peux te le certifier. Ouais. Voilà, je crois, je pourrais développer, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Et j'y trouve ce que j'avais pas avant, quoi. Avant d'être malade même. C'est-à-dire... Un rôle dans le monde. Ouais. Et puis en plus, il y a quelque chose de vraiment très très fort, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on fait avec les gens, là, le fait de leur tendre la main, d'être en empathie, ça n'existe pas dans la société dite ordinaire. Enfin, la relation à l'autre, c'est une relation dure. C'est pas très doux, en fait, dans la société. Il faut réussir, il faut être gagnant, il faut être un gagnant. Ouais, non, mais allez vous faire voir avec vos... Il faut être gagnant. Il faut surtout être... congruent, c'est ça qu'on dit? Enfin, il faut être en accord avec soi, il faut être en accord avec les autres. C'est ça, plutôt que d'être gagnant. Enfin, souvent, c'est relié à l'argent, d'ailleurs. Enfin, cette société mercantile, là, qui a des valeurs un peu spéciales et qui sont... fausse à tellement d'endroits. On est dans une société malade, en fait. Elle est vraiment, entre autres, schizophrène, entre autres, dépressive, entre autres, etc., bipolaire, tout ce qu'on veut. Et elle aurait besoin de beaucoup de pères aidants. On a envie de se dire, alors il faudrait que tous les fous, les fous, je sais pas, peut-être c'est trop stigmatisant, mais tous les schizophrènes, tous les malades mentaux, je sais pas quel terme vous utilisez pour vous définir, ou on utilise, parce que je vais pas me tenir non plus à l'extérieur de la maladie mentale, parce que ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Mais est-ce que tous les malades mentaux pourraient à un moment devenir père aidant? Ce qu'il faut pour les malades psy, en fait, c'est de trouver son chemin, quoi. Trouver du sens, trouver son chemin, trouver... Après, dans cela, il y aura forcément des pères aidants. Du coup, trouver son chemin, trouver qui on est, se faire respecter, se respecter soi-même. Enfin, commencer, en fait, on va faire simple. Je pense que à partir du moment où tu as un peu d'amour pour toi, quoi, tu es capable de le partager avec les autres. Et à partir de là, tout le reste possible, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans cette société-là, tout est fait pour qu'on s'aime pas, quoi. Pour que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, quoi. Et à partir de là, ils sont désagréables avec les autres, etc. Il y a toutes les relations qu'on peut connaître dans la vie. Mais à partir du moment où tu es en accord avec toi-même et où tu es à peu près équilibré dans ta relation à toi, avec les autres, ça va bien. Et puis je pense qu'on serait dans un autre monde si tout le monde était un peu dans cette disposition-là, quoi. Et on en arrive à cette conclusion qui est très belle. Merci. Merci Étienne. C'était Architecture du trouble, une émission qui explore la santé à partir des récits, des pratiques et des tensions qui la traversent, pour rendre ces récits audibles et penser la santé autrement. Retrouvez tous les épisodes en écoute et en téléchargement sur le site de Radio Zinzine.